Donc quelque part, ce qu'il nous disait, c'est que votre préoccupation de mourir dans la dignité telle que vous la formulez, c'est une préoccupation qui n'est pas recevable. Et d'ailleurs, des sédations profondes et continues dans notre unité de soins palliatifs, on n'en fait pratiquement jamais. Parce que finalement, on s'occupe tellement bien des gens qu'à la fin, ils ne demandent rien. Ils sont très bien tels qu'ils sont. À partir de quand tu as eu l'impression qu'il y avait une divergence entre ce que vous attendiez et ce que vous commenciez à vivre? Au début, je ne peux pas dire que notre impression était celle d'une divergence, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi ce que nous avions compris comme étant le cœur de leur mission, a priori, leur paraissait pas la première piste à explorer, qui nous envoyait ailleurs. Voilà. Alors que la demande, elle était claire. Voilà, Charles veut mourir chez lui le plus tard possible, sans souffrance, accompagné de sa famille, et si possible, tout à fait à la fin, bénéficier de cette sédation profonde et continue jusqu'au décès dont la loi offre la possibilité à chacun. Donc pourquoi nous envoyer plutôt à l'hôpital, puisque la demande concernait était claire. Voilà, l'accompagnement par leurs soins de la fin de vie de Charles à domicile. Donc une fois la rencontre avec les professionnels de l'unité de soins palliatifs qui quelque part avaient disqualifié la demande de Charles, ce qui lui a paru complètement intolérable, il a d'ailleurs écrit un article à ce sujet-là dans la revue Prescrire, qui est une revue médicale indépendante de tout financement privé et pharmaceutique en particulier, qui s'appelle « Vous ne savez pas ce que vous voulez », puisque finalement c'est ce qu'il avait entendu de la part des unités de soins palliatifs. « Vous ne savez pas ce que vous voulez, nous on le sait mieux que vous ». Donc une fois qu'on a dit aux professionnels du réseau qu'on ne voulait pas avoir affaire à des gens qui disqualifiaient la demande de Charles, et qu'on revenait sur notre demande essentielle, donc on a pu retravailler à nouveau le projet de mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc là, ce qu'ils ont dit, et vous savez, cette sédation, vous avez bien compris ce que dit la loi. Il faut vraiment que vous soyez aux portes de l'agonie et que votre souffrance soit intolérable. Donc il faut remplir ces conditions-là. Et ça, c'est très difficile à dire à l'avance, parce qu'on ne sait pas quand quelqu'un va agoniser, quand ça va être dans quelques jours, dans quelques heures, voire éventuellement dans quelques semaines. Notre situation à nous, familiale, c'était que donc nous avons 2 enfants. L'un de ces enfants vit à l'autre bout de la France, donc il lui faut un certain temps pour arriver. Et l'autre de ses enfants vivait à ce moment-là en Afrique. Voilà, et donc il fallait encore plus de temps pour arriver. Donc s'il fallait attendre l'ultime moment de quelques heures pour mettre en place, avant le décès de Charles, pour mettre en place cette sédation, ça ne laissait pas le temps à nos enfants d'arriver, et pour Charles c'était très important, et pour nous 4 c'était très important qu'on puisse s'embrasser, se dire au revoir, avant qu'il ne soit définitivement endormi. Donc on a discuté de la question du moment. Et la question du moment, ça a été vraiment très très compliqué. Il aura fallu, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 réunions. Et quand c'est des réunions avec ce réseau, ils viennent à 2, à 3, avec psychologues, avec médecins, avec infirmières. Je ne peux pas dire qu'on a l'impression de devoir plaider notre cause, mais c'est un peu comme si on était face à une espèce de jury qui va discuter avec nous de la recevabilité de notre demande. Donc on a eu le sentiment qu'au bout d'un certain nombre de discussions, effectivement, la question du délai, ils avaient compris pourquoi pour nous c'était très important de laisser le temps suffisamment à nos enfants de revenir pour qu'on puisse se serrer dans nos bras et puis se dire au revoir tous ensemble sereinement. Ensuite, l'autre question qui importait à Charles, c'était la question de l'endormissement. Il disait, bon, comme de toute façon cette sédation, on sait que je vais être endormie jusqu'à ma mort, s'il vous plaît, faites en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Ça ne dure pas. Voilà. On avait l'expérience d'une sœur de Charles et d'un beau-frère qui, dans les mois précédents, avaient bénéficié, entre guillemets, dans une unité de soins palliatifs, de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour l'une, ça avait duré 16 jours, et pour l'autre, ça avait duré 3 semaines. Donc cette période d'endormissement. Et pour les familles, et pour la personne malade elle-même, on ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle comprend, quel est son degré d'endormissement pendant cette période-là. Dans les 2 situations, la famille avait demandé si les doses ne pouvaient pas être un peu augmentées, si on ne pouvait pas raccourcir un petit peu le temps restant. Le médecin traitant, dans une des situations, a été intervenu auprès de l'unité de soins palliatifs aussi pour demander si on ne pouvait pas abréger un petit peu, ça faisait une semaine, ça faisait 10 jours, ça faisait 15 jours. Et dans ces 2 hôpitaux, dans des endroits totalement différents, les professionnels de soins palliatifs avaient répondu que ça n'était pas possible, qu'il fallait attendre que la mort survienne elle-même. Donc fort de cette expérience familiale toute proche, qui nous avait beaucoup touchés, Charles disait,
peut-être qu'on n'est pas obligé de faire durer les choses 15 jours ou 3 semaines. Si ça peut durer un petit peu moins de temps, comme on sera à la maison, pour ma femme, pour mes enfants, ça sera quand même moins douloureux. Et si moi je dors et que je ne dois pas me réveiller jusqu'à ce que je sois mort, bah, voilà, mettez un petit peu plus la dose. Enfin, pour être sûr que je ne me réveillerai pas. Voilà. Donc ça, c'était pas du tout recevable. C'était pas du tout recevable parce que mettre une dose plus importante, ça pourrait risquer éventuellement de provoquer le décès. Et ça n'est pas l'esprit de la loi, ce qu'ils appellent l'intentionnalité de la loi, l'intentionnalité de la sédation. Donc l'intentionnalité de la sédation, c'est d'endormir, mais c'est surtout pas de risquer de faciliter la survenue de la mort un petit peu plus tôt, même si on est endormi déjà depuis plusieurs jours. Et donc la question de la dose devenait une question cruciale. Voilà. Jusqu'où pouvait-on mettre une dose suffisante? Il a encore fallu des réunions. Et finalement, donc, il y a eu une concertation avec... donc, le cadre de la loi dit qu'il doit y avoir une concertation collégiale. Donc ça, on était fin mai, Charles et moi en août. Fin mai, il y a eu au bureau, dans le cabinet de notre médecin généraliste, une concertation collégiale dans laquelle se trouvait notre médecin traitant, les membres du réseau, un ami qui était la deuxième personne de confiance de Charles, qui avait accepté, si cette sédation se passait à la maison comme nous le souhaitions, de pouvoir surveiller les signes cliniques d'endormissement de Charles pour être certain qu'il ne se réveillait pas. Donc à la suite de cette concertation collégiale, dans les termes de la loi, à laquelle nous n'avons pas pu participer, puisque le patient n'est pas représenté, n'est pas présent dans la concertation collégiale. Ni vous? Non, ni moi. Donc ni moi, ni sa personne de confiance désignée, voilà, personne ne participe à la concertation collégiale. On est informé après coup de la décision de la concertation collégiale, mais on ne participe pas à la concertation collégiale. Donc ils ont décidé, ça pourrait être possible, sous réserve d'un certain nombre de conditions techniques qu'il fallait mettre en place et qui sont venus nous expliquer à la maison. Donc en gros, donc ces conditions techniques, elles sont précisées dans un référentiel qui est édité par la Haute Autorité en Santé, donc qui a été chargée par le législateur de les déterminer, et elles servent de mode d'emploi pratique à l'ensemble des médecins soignants qui sont en charge de mettre en place la sédation. Donc en gros, il faut transformer sa maison, sa chambre en hôpital avec un lit médicalisé. Il faut aller à l'hôpital avant pour qu'on vous pose une perfusion, un cathéter particulier qui peut rester en place très longtemps. En fait, tout ce qui est prévu, c'est pour que ça puisse durer. Donc il faut que ce cathéter il puisse durer pendant 3 mois. Voilà, donc nous on a trouvé ça absolument insupportable. D'abord Charles à ce moment-là ne pouvait plus mettre un pied à l'hôpital, il ne supportait plus de voir l'hôpital. Et pourquoi avoir un cathéter? Pourquoi être hospitalisé pour qu'on nous pose un cathéter pour que cette sédation-là puisse éventuellement durer 3 mois? C'était juste insupportable à entendre. Il fallait que le lit soit médicalisé pour que l'infirmière, l'aide-soignante puisse le soigner, lui faire tous les soins de prévention d'escarre, parce que comme ça allait durer la sédation, il fallait évidemment qu'il n'y ait pas d'escarre. Enfin, tout était mis en place pour éviter que ça dure. Donc on était renvoyé toujours à la question de la dose et à la question de la durée. On a fini par trouver un accord. Et donc ils ont signé, ils ont fait un compte-rendu de réunion qu'on a reçu après coup, dans lequel ils s'engageaient effectivement à nous accompagner dans une sédation à la maison avec notre médecin traitant qui acceptait de renoncer à une demi-journée de consultation pour mettre en place la sédation avec l'aide d'un des médecins du soin palliatif qui viendrait à la maison pour aider à la titration du médicament, à établir les bonnes doses, notre ami qui surveillerait les signes de réveil de Charles. Voilà, donc les choses paraissaient à peu près être entendues. Ils avaient même proposé un jour, parce que pour notre médecin c'était plus facile que les choses se fassent un week-end, parce qu'à ce moment-là il pouvait être disponible le jour et la nuit pour surveiller la mise en œuvre de l'endormissement de Charles. Mais comme un des médecins du réseau venait à la maison pour aider à la mise en œuvre, à l'injection des médicaments, ils nous avaient demandé ce que ça se fasse un lundi matin. Donc, parce que le lundi matin, pour l'organisation de leur service, c'était mieux. Voilà, donc on en était resté là. Ensuite, donc vous étiez parti avec un projet? On était parti avec un projet qui a été mis à l'égard desquels ils ont monté beaucoup de réticences. Lorsqu'on a pu
en mobilisant nous-mêmes un ami, donc extérieur à leurs propres ressources médicales, qui n'était pas notre médecin traitant, en plus du médecin traitant, ils ont accepté que cette sédation puisse être mise en place à la maison. Donc on était content avec Charles, on s'était dit, ben voilà, on a réussi à faire en sorte que la loi puisse être respectée à la maison. Et dans la réalité? Mais il n'y avait pas urgence. Je veux dire, pour Charles, l'objectif c'était qu'une fois que les choses avaient été balisées très précisément, c'était qu'on attende, puisqu'il était encore en vie, il avait encore du plaisir, même si ça faiblissait beaucoup, à voir ses petits-enfants.